Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu en fait quelques propriétés générales de la lumière et comment la lumière se transmettait dans l'espace. Nous allons voir maintenant en fait quatre phénomènes qui se produisent quand la lumière rencontre un obstacle. Il s'agit de la réflexion, la réfraction, la polarisation et la diffraction. Commençons tout de suite par la réflexion. De quoi s'agit-il? Eh bien, imaginez de la lumière qui arrive sur une interface entre deux milieux. Donc la lumière vient d'un milieu qui a comme indice de réfraction N1 et elle aborde un deuxième milieu dont l'indice de réfraction est égal à N2. Pour fixer les idées, imaginez par exemple que le milieu 1 soit de l'air et je vais aborder ici un plan d'eau ou bien éventuellement une vitre. Nous savons qu'en général, une partie de la lumière sera transmise au deuxième milieu, ça c'est le phénomène de réfraction, et une partie de la lumière sera renvoyée dans le premier milieu. C'est ça que l'on appelle la réflexion, et c'est ça que nous allons étudier maintenant. En fait, quand on étudie la réflexion, il faut envisager deux cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle la réflexion régulière ou encore la réflexion spéculaire. Et dans cette réflexion spéculaire, il faut encore distinguer deux cas différents suivant que la surface que la lumière va rencontrer est une surface vitreuse, par exemple un plan d'eau ou bien une vitre ou une plaque de plastique parfaitement lisse, et il y a encore d'autres matériaux bien sûr, ou bien la surface pourrait être une surface métallique. Et après ça, je dirai juste quelques mots sur la réflexion diffuse. Bien, commençons tout de suite par la réflexion régulière. Pour fixer les idées, vous voyez ici mon dessin où j'ai dessiné l'interface entre les deux milieux. J'ai mis également la normale à cette interface. Et maintenant, pour repérer les directions, je vais introduire dans le sens du rayon incident un vecteur unitaire que je vais appeler EI, chapeau. De la même manière, la direction normale, je vais lui donner un vecteur N chapeau. L'angle d'incidence, attention, l'angle d'incidence ne se prend jamais entre le rayon incident et l'interface, mais au contraire, entre la normale à l'interface et le rayon incident. Donc voici ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Et ceci va donner lieu à un rayon réfléchi. Prenons un rayon réfléchi tel que celui-ci. Et donc, de la même manière que je l'ai fait pour EI, je définis ici un vecteur unitaire que je vais appeler ER. Et de la même manière, un angle de réflexion égal à θr. Alors, regardons d'abord quelques propriétés qui sont tout à fait générales, peu importe que l'on ait affaire à une surface vitreuse ou à une surface métallique. La première propriété dit que les vecteurs EI, N et ER sont dans un même plan. Ça veut dire que si N et EI, par exemple, sont dans le plan de l'écran, ER sera également dans le plan de l'écran. La deuxième propriété dit que l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence. La troisième propriété, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, qui dit que si nous avons un vecteur incident suivant cette direction EI, qui donne lieu à une réflexion dans la direction du vecteur ER, eh bien, imaginez maintenant l'inverse. J'ai le rayon incident qui vient dans la direction moins ER. Ceci donnera lieu à une réflexion dans la direction moins EI. Donc, prenez la trajectoire qu'a pris ici la lumière, vous pouvez inverser cette propriété, donc
je prends de la lumière qui arrive de cette direction-là, elle va être réfléchie dans cette direction-là. Conséquence en fait de ces trois propriétés, c'est que la réflexion ne donne jamais de dispersion des couleurs. En effet, imaginez que, suivant cette direction EI, j'envoie sur l'interface de la lumière blanche. La lumière blanche, on le sait, c'est un mélange de différentes longueurs d'onde. Or, nous avons toujours que θr est égal à θi, quelle que soit la longueur d'onde. Ça veut dire en fait que toutes les longueurs d'onde vont être renvoyées avec le même angle θr, et donc je vais retrouver ici exactement la même couleur que celle que j'avais à l'entrée. Avant d'aller plus loin et de voir notamment donc, les propriétés qui diffèrent en suivant le type de surface, j'ai besoin d'introduire un autre facteur, R, que l'on appelle le facteur de réflexion, ou vous pouvez appeler ça le coefficient de réflexion, et on appelle encore ça la réflectance. Ceci, par définition, c'est le rapport entre l'intensité réfléchie divisée par l'intensité incidente. En toute généralité, cette réflectance dépend de l'angle d'incidence, de la longueur d'onde que l'on utilise et également du type de matériau. Regardons maintenant justement ce qui va changer suivant que l'on ait affaire à une surface vitreuse ou à une surface métallique. Pour une réflexion sur une surface vitreuse, nous avons que la réflectance est fonction de l'angle d'incidence. Je vais vous montrer ceci en détail dans l'écran suivant. Et en revanche, la réflectance n'est pas fonction de la longueur d'onde. Pour la surface métallique, c'est exactement le contraire. La réflectance n'est pas fonction de l'angle d'incidence. Ça veut dire que peu importe l'angle d'incidence sur une surface métallique, vous aurez toujours la même intensité réfléchie. En revanche, cette fois-ci, la réflectance est fonction de la longueur d'onde. Dans le premier cas, je vous rappelle de nouveau de quoi il s'agit. Nous avons notre interface, nous avons le rayon incident, et ceci va donner lieu au rayon réfléchi qui aura le même angle. Donc vous avez l'égalité de ces deux angles-là. En fait, il existe une petite formule qui n'est valable que si θi est petit. Si θi est suffisamment petit, en fait, on pourrait montrer que le coefficient de réflexion peut s'écrire N1 moins N2 divisé par N1 plus N2, le tout au carré. Donc ceci, c'est à peu près, et c'est strictement vrai si θi est égal à 0 degré.
Pour fixer les idées, imaginez que N1 soit égal à 1, donc ça veut dire en fait que nous venons de l'air, et nous allons aborder de l'eau. Donc N2, je rappelle ici que c'est de l'eau, la valeur de N2 est facile à retenir, c'est exactement 4 tiers. Donc ça veut dire en fait que pour des tout petits angles, j'aurai que R serait égal à 1 moins 4 tiers divisé par 1 plus 4 tiers à prendre au carré. Faites le calcul, vous allez voir que ceci est très proche de 2%. Donc seulement 2% de l'onde va être renvoyé vers l'air. Tout le reste sera transmis dans l'eau. Et, comme on le verra, et c'est tout à fait général, la réflectance augmente si θi augmente. Remarquez avant de quitter cette page que la formule de la réflectance pour les petits angles est absolument symétrique en N1 et N2. Si je remplace les rôles, donc imaginez, plutôt que d'avoir de la lumière qui vient de l'air et qui rentre dans l'eau, je ferai l'inverse. Je prends la lumière qui vient de l'eau et qui est renvoyée dans l'eau. Eh bien, vous aurez exactement la même réflectance. Bien, je vous montre maintenant un graphique détaillé de cette réflectance en fonction de l'angle. Donc, ceci est valable pour toute surface vitreuse. Dans le graphique de gauche, vous avez le cas de la lumière qui vient de l'air et qui aborde ici une plaque de verre, tandis que dans le deuxième graphique, c'est la situation inverse. Donc, la lumière vient du verre et elle est réfléchie dans le verre. Ne regardez que la courbe en bleu, pas la courbe en rouge. Vous voyez effectivement que pour θi petit, la réflectance est faible. Ici, j'ai pris donc le cas du verre, ce qui veut dire que je vais refaire le calcul de la réflectance. Cette fois-ci, je trouve 4%. Et effectivement, donc on démarre ici à 4%. Vous remarquez que la réflectance reste faible, pratiquement horizontale, pour une grande gamme d'angles d'incidence, et après ça, elle commence à grimper pour finalement arriver à 100% de réflectance pour une incidence rasante, c'est-à-dire l'angle d'incidence égal à 90 degrés. C'est ce qui explique par exemple pourquoi si vous conduisez votre voiture sur une route mouillée et que le soleil est face à vous et très bas sur l'horizon, forcément l'angle d'incidence des rayons lumineux sur la route sera très grand et donc la réflectance sera très très élevée. Et c'est comme ça que vous pouvez être facilement ébloui par la lumière, donc réfléchie sur cette route mouillée. Si je prends le deuxième cas, vous avez toujours le même phénomène, c'est-à-dire que la réflectance ne fait qu'augmenter en fonction de l'angle, mais vous remarquez que la réflectance égale à 100% s'obtient pour un angle beaucoup plus petit que 90 degrés. En l'occurrence, ici, nous sommes aux alentours de 42 degrés. Nous verrons l'explication de ceci quand nous verrons le phénomène de réfraction. Je reviens à l'écran précédent. Je vais aborder maintenant la surface métallique. Donc, souvenez-vous, nous avons dit que dans ce cas-ci, la réflectance est fonction de la longueur d'onde. Je vais illustrer ceci en montrant justement cette fonction de réflectance pour 3 métaux différents. Voilà la réflectance obtenue par une surface de cuivre, et en rouge, vous avez la réflectance obtenue sur une surface d'or. Vous remarquez en fait que pour les longueurs d'onde dans le jaune et dans le rouge, les réflectances sont très proches l'une de l'autre. Donc ce qui fait la couleur caractéristique du cuivre et de l'or, c'est essentiellement le fait que la réflectance est plus mauvaise avec l'or dans le domaine du bleu et du vert. C'est ça donc qui fait la différence
de couleur entre ces deux métaux. Bien, ces deux métaux, surtout le premier, le cuivre, a été très tôt utilisé pour faire des miroirs. On a des traces de miroirs en cuivre ou en bronze dès 3000 avant Jésus-Christ. D'abord en Mésopotamie, puis peu après en Égypte et en Chine. Pardon. Remarquez qu'en fait, faire un miroir avec du cuivre, ça peut marcher bien sûr, mais ça fausse complètement les couleurs. Si vous vous regardez dans un miroir en cuivre, vous aurez forcément bonne mine, mais si vous l'utilisez pour se maquiller, ça va être très très difficile. Donc évidemment, ça c'est un défaut de ces deux métaux. Je vous montre maintenant la réflectance dans le cas de l'aluminium. Donc voici cette réflectance, ne regardez pas la courbe en rouge, uniquement la courbe en bleu, avec ici le domaine visible de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Et vous remarquez deux avantages de l'aluminium, c'est que d'une part, la réflectance est très élevée, moi je suis aux alentours de 85%, et surtout, la réflectance est pratiquement plate. Elle ne privilégie aucune couleur. Donc on peut dire que l'aluminium est neutre pour la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle tous les miroirs actuels sont faits en déposant une fine couche d'aluminium sur une plaque de verre. Ça respecte les couleurs de l'objet qui se reflètent dans le miroir. Bien, passons brièvement maintenant sur le dernier point, qui est la réflexion diffuse. En fait, la réflexion diffuse, si on veut, c'est encore de la réflexion régulière, avec les trois propriétés générales que nous avons vues au départ, mais cette fois-ci sur une interface qui est complètement granuleuse. Souvenez-vous que dans le cas précédent, nous avions une interface absolument plane, parfaite. Mais imaginez maintenant que l'interface ait un profil comme ceci. J'ai de véritables montagnes russes. Passez votre doigt sur une feuille de papier ou bien sur une table. Vous aurez l'impression que ces surfaces sont parfaitement lisses. Mais allez faire un zoom sur ces surfaces, allez voir à l'échelle microscopique et en fait vous verrez que le profil il est comme ceci. Et donc vous vous rendez compte qu'avec une telle surface, si je prends maintenant de la lumière qui vient toujours de la même direction, donc imaginez un faisceau lumineux, mais où j'aurai donc, excusez-moi, donc voilà les rayons incidents qui ont toujours la même orientation, mais vous vous rendez compte que à l'endroit où cette lumière aborde la surface, la normale à la surface change constamment. Donc ici, par exemple, vous allez obtenir une réflexion qui sera dans cette direction-là. Un peu plus loin, si je prends celui-ci, vous aurez peut-être une réflexion dans cette direction-là. Là-bas, une réflexion dans ce sens-là. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai faite en laboratoire rapidement avant la fermeture de l'université, où je prends donc mon faisceau laser et je l'envoie sur la table. Si vous étiez dans l'auditoire, peu importe l'endroit que vous occupiez dans l'auditoire, vous auriez vu en fait la tache du laser sur la table, ce qui montre que ceci ne respecte plus du tout les lois que l'on a énoncées en fait pour la réflexion régulière. Donc, ceci, le fait que la surface justement n'est pas parfaitement lisse, occasionne une perte de direction. Donc la lumière est réfléchie, mais a priori dans toutes les directions. Quand est-ce que ceci se produit? Eh bien, pour chiffrer ceci,
Mesurons la taille des aspérités. Si vous voulez, donc je vais prendre ici les limites et cette taille, je vais l'appeler petit a. Eh bien, on peut montrer en fait que la réflexion diffuse arrivera si a est de l'ordre de grandeur ou plus grand que la longueur d'onde utilisée. Si vous vous intéressez un tout petit peu à l'astronomie et au télescope, et que de temps en temps vous feuilletez une revue sur les télescopes, vous verrez toutes les annonces commerciales et vous verrez qu'on parle de miroirs polis à lambda sur 10 ou à lambda sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Eh bien, ça veut dire en fait que le fabricant a poli son miroir de telle manière que la grandeur des aspérités est inférieure à lambda sur 10 ou, encore plus cher bien sûr, à lambda sur 20. Et ça vous assure à ce moment-là d'avoir une réflexion qui est régulière. Ceci clôture ce que je voulais dire sur le phénomène de réflexion.